Salut à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous tenez bon, que vous gardiez la tête haute malgré l'atmosphère irrespirable. Car en Algérie, le silence règne là où la discussion aurait dû s'épanouir. À la place d'un échange sain, apaisé, libre et ouvert, on assiste à un désert de paroles. Pourquoi? Parce que le droit de dire, d'exister, de contester est confisqué. Le régime de Tebboune, lui, n'accorde ni oreille ni espace à l'expression individuelle. Pas de tribune, pas de scène politique digne de ce nom. Les partis ne sont que des ombres privées de racines, sans tradition, de confrontation d'idées. Aucun chef charismatique pour faire vivre le débat, aucun esprit aiguisé pour orchestrer un dialogue digne de ce nom. Résultat, pas de place pour parler juste un brouhaha stérile qui enfle sans jamais faire avancer quoi que ce soit. En Algérie, aujourd'hui, le mot dialogue est devenu un souvenir du passé. Tout est cadenassé, verrouillé, scellé comme une boîte noire. Les voix dissidentes, réduites au silence persécuté ou jetées hors du pays comme des intrus gênants. Toute opposition est désormais un crime, toute divergence d'opinion, une hérésie. Quant à la presse autrefois remuante, elle a été domptée comme une bête sauvage, mise en laisse, muselée, soumise et bien dressée. Le dernier souffle de liberté ne survit que sur Internet, mais même là, la respiration est courte. Car le numérique aussi est sous haute surveillance. Et si quelqu'un ose aller trop loin, franchir la ligne rouge sur Facebook ou Twitter, aussitôt la machine s'active, convocation au commissariat, arrestation surprise, procès express. Certains finissent en prison, d'autres sous surveillance judiciaire. Dans l'ombre des escouades numériques épluche chaque statut, chaque mot, chaque soupir posté en ligne à la recherche de la moindre étincelle de pensée libre. Dans ce régime, un commentaire mal placé peut être plus dangereux qu'un cocktail Molotov. Et ceux qui osent parler même en ligne savent que l'œil de Tebboune ne cligne jamais. L'espace pour discuter. Il n'existe même plus sur la carte. Alors forcément, il ne reste que la cacophonie des polémiques. Quand tout lieu d'échange est supprimé, la moindre décision se transforme en scandale. Et justement, celle dont tout le monde parle, c'est ce vote improbable de l'Algérie, il y a à peine 48 heures, le 17 novembre 2025. Le sujet, une résolution américaine sur Gaza. Et là, accrochez-vous, Alger championne autoproclamée de la cause palestinienne a levé la main pour dire oui. Oui à un texte porté défendu imposé par Washington. Résultat, le monde entier est resté bouche bée. Pas indigné, pas révolté, non juste profondément abasourdi. Personne, absolument personne n'a vu venir ce virage à 180 degrés. D'autant que même Moscou et Pékin, eux, ont préféré passer leur tour. Abstention stratégique, ils ne cautionnent pas, mais ils ne bloquent pas non plus le plan Trump pour le Moyen-Orient. En clair, la Chine et la Russie se sont lavé les mains du dossier. Elles ont choisi de ne pas s'opposer frontalement, histoire de ne pas porter le chapeau plus tard si ce plan vire à la catastrophe. Elles ont opté pour le recul prudent, pour le ni oui ni non, pour l'art de ne pas se mouiller. Car si l'affaire tourne mal, elles pourront toujours dire « on n'a rien signé ». Et pendant ce temps, l'Algérie, elle a plongé tête la première dans le piège. L'Algérie, ce même pays qui du matin au soir s'autoproclame champion éternel de la cause palestinienne. Celui qui, à la moindre occasion, transforme Israël en figure démoniaque, qui hurle contre ses médias, ses penseurs, ses alliés, bref, contre tout ce qui peut, de près ou de loin, rappeler l'entité sioniste. Un État qui n'hésite ni à emprisonner, ni à condamner lourdement, ni à bombarder d'insultes quiconque aurait le malheur d'entretenir le plus petit contact, même lointain, avec un milieu jugé trop israélien. La règle est simple, un soupçon suffit pour être catalogué traître. Et pourtant, ce même pays nous a habitués à soutenir la Palestine quoi qu'il arrive, comme le répétait, médienne, innocente ou coupable, peu importe, l'Algérie a toujours choisi son camp. Souvenez-vous de l'ère Tebboune en octobre 2022, Alger rassemblait toutes les factions palestiniennes, recevait le Hamas comme invité d'honneur et défendait haut et fort le droit sacré des Palestiniens à prendre les armes pour leur dignité, leur terre, leur liberté. Un discours clair, sans nuance, affiché sans trembler. Et voilà qu'en une pirouette spectaculaire, l'Algérie change de costume politique du jour au lendemain. Fini les grands discours sur la résistance sacrée. Désormais, on s'aligne docilement sur la ligne américaine.
Oui, oui, celle-là même qui exige ni plus ni moins que le désarmement total des groupes palestiniens. Ceux-là même que l'Algérie hier encore appelait fièrement des mouvements de libération. Même Abdelmadjid, dans un discours de 2023 à Dilefa, s'était insurgé contre le fait de qualifier le Hamas et d'autres factions de terroristes. Et maintenant, on dirait que tout ça n'a jamais existé. À peine 2 années ont passé et on ne reconnaît plus rien. Tout est inversé. Et au lendemain du fameux vote pro-américain qui voit-on arriver sur scène. Le chef de la diplomatie algérienne lui-même, fidèle à ses habitudes, il débarque sans contradiction, sans contrepoids, sans personne pour lui répondre. Et là, il nous sert un numéro bien rodé, manipulation verbale, gymnastique rhétorique, et cerise sur le gâteau, il prend les Algériennes et les Algériens pour des ignorants. Mais comment pourrait-il en être autrement quand plus personne n'a le droit de contester ou même de poser une simple question en face? Le paysage médiatique entièrement annexé. Le terrain politique capturé, verrouillé, confisqué. Le régime de Tebboune règne sans partage. C'est lui qui parle, c'est lui qui répond à lui-même. Aucun débat, aucune confrontation d'idées, pas même l'ombre d'un échange contradictoire n'est toléré. L'espace public est devenu un écho sans fin où le pouvoir s'écoute en boucle. En Algérie, ce n'est plus une conversation nationale, c'est un long monologue présidentiel. Il n'écoute ni le peuple, ni l'opposition, ni les rares voix libres qui tentent encore de se faire entendre depuis l'exil. Il parle, il décide, il impose seul face à son propre reflet. Et dans ce théâtre en huis clos, Abdelmadjid tente de nous convaincre qu'il agit pour le bien commun. Que son choix, aussi incompréhensible soit-il, de soutenir une résolution américaine contraire à tous les principes que l'Algérie clamait depuis des décennies, serait mu par une prétendue lucidité d'homme d'État. Il voudrait nous faire croire que ce vote trahit certes les valeurs du pays, mais dans l'intérêt supérieur de celui-ci. Comme si renier les fondements historiques lors de la politique algérienne sur la Palestine pouvait tout à coup être justifié par une forme de sagesse divine. Un renversement total maquillé en acte de grandeur. Ce qu'il semble oublier nos dignitaires algériens, c'est que on n'est plus en 1985. Non, vraiment, on vit au XXIe siècle à l'ère du Wi-Fi illimité, de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, de Google, de DeepSeek, de génie et des réseaux sociaux à gogo. Mais eux, ils sont toujours coincés dans l'époque du fax et du Minitel. La tête dans les dossiers papier, ils n'imaginent même pas que tout, absolument tout, se trouve en ligne. Même les résolutions de l'ONU. Car oui, mes amis, ce fameux texte voté par l'Algérie, il est consultable par n'importe qui. Pas besoin d'un badge diplomatique ni d'un tuyau confidentiel. Tout est publié noir sur blanc sur le site officiel du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le contenu, les échanges, les prises de parole, tout y est, dans toutes les langues majeures du monde. Vous pouvez même lire les débats qui ont précédé le vote, voir qui a dit quoi, et comprendre pourquoi ça a été adopté ou rejeté. Mais bon, nos décideurs, eux, ne savent toujours pas utiliser un moteur de recherche. Ils pensent tellement peut-être que le peuple est resté aussi déconnecté qu'eux. Mais alors, au fond, que s'est-il réellement passé? Que raconte précisément cette fameuse résolution? Qui l'a porté, qui l'a soutenu, et surtout qui a osé s'y opposer? Quels ont été les jeux de coulisses, les prises de parole, les positions individuelles des diplomates appelés à voter? Voilà les questions que tout citoyen curieux devrait pouvoir poser. Sauf qu'en Algérie, poser ce genre de questions, c'est déjà trop. Car hélas, pour le peuple algérien, une seule version circule, celle autorisée. Et les autres, elles sont étouffées. Pas de chaîne de télé indépendante à Alger, pas d'antenne libre pour donner la parole aux voix alternatives. On n'a ni micro, ni studio, ni tribune parlementaire. Aucun parti d'opposition pour représenter ce qu'on pense, aucun espace officiel pour faire entendre une autre analyse. Ce silence est organisé, calculé. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Une seule et unique scène, le web, les réseaux sociaux. C'est là et uniquement là qu'on peut encore parler à nos concitoyens. C'est notre seul mégaphone, même s'il est fragile, surveillé et menacé. Et justement, à travers ce canal, je voulais simplement vous lire un extrait. Le fameux point 7 de cette résolution américaine. Celui qui résume à lui seul toute la volte-face sidérante, ou disons-le franchement, le virage à 180 degrés du régime algérien, sur la question palestinienne.
Oui, ce point-là, il mérite d'être entendu, décortiqué, compris. Parce que ce n'est pas juste une phrase dans un texte, c'est un aveu politique. Alors qu'est-ce qu'il dit, ce fameux point 7 ? Parce que la résolution américaine dont on parle, ce n'est pas juste une ligne ou deux, c'est un pavé de 11 articles agrémentés de belles annexes bien ficelées. Mais au cœur du scandale, c'est cet article-là qui fait tiquer. Et que prévoit-il exactement ? Il autorise purement et simplement les États membres coopérant avec un certain Conseil de la paix fraîchement inventé. Devinez qui en sera le chef ? Donald Trump lui-même. Ce conseil devra gérer la bande de Gaza jusqu'à décembre 2027, le temps soi-disant de préparer une nouvelle autorité palestinienne conforme. À qui mystère total. Peut-être conforme à l'idée que se font Washington et ses alliés d'une Palestine bien sage et bien docile. Je vous le dis parce que c'est trop gros pour passer à côté. Le texte parle clairement d'établir une force internationale de stabilisation en mode provisoire en apparence, mais placée sous commandement unifié choisi par ce fameux conseil. Et ce conseil, accrochez-vous, ne compte aucun Palestinien. Donc jusqu'à fin 2027, les Palestiniens n'auront pas leur mot à dire sur leur propre territoire. Pas une décision, pas un pouvoir, rien. Et après cette date, on n'en sait strictement rien. C'est le flou total. Un vrai chèque en blanc confié à Trump pour administrer Gaza à sa sauce pendant que les principaux concernés regardent depuis les coulisses. S'ils ne sont pas déjà exclus du théâtre. Alors qui va envoyer des troupes sur le terrain ? Ce sont les États membres volontaires, bien entendu, mais pas sans passer par le filtre bien vigilant d'Israël et de l'Égypte. En d'autres termes, Tel Aviv aura son mot à dire surtout sur la façon dont Gaza sera gouvernée, sur la nature de la force internationale déployée et même sur chaque rouage de sa mise en place. Oui, vous avez bien entendu, Israël, qui est pourtant une partie directement impliquée dans le conflit, aura un droit de regard quasi institutionnel. Et cette fameuse force internationale, on nous promet qu'elle agira dans le respect du droit international, en théorie du moins, et plus précisément dans les règles du droit humanitaire. Une promesse emballée dans du langage diplomatique, comme toujours. Mais ce n'est pas fini. Cette force n'opérera pas seule, elle devra bosser main dans la main avec Israël, avec l'Égypte, et avec une nouvelle police palestinienne tout juste formée, triée sur le volet, soigneusement sélectionnée. Sa mission ? Gérer les frontières, ramener un semblant de stabilité sécuritaire et surtout, mission centrale démilitariser totalement Gaza. Cela inclut détruire les bases jugées terroristes, faire table rase des structures militaires considérées comme offensives, empêcher qu'elles soient reconstruites et s'assurer que toutes les armes entre les mains des groupes armés non étatiques soient éliminées une bonne fois pour toutes. En clair, on assèche la résistance à la racine. Définitivement. Et pour faire joli, on nous glisse dans la résolution une belle formule « protéger les civils », comme si ça allait suffire à masquer le vrai contenu. En réalité, ce texte ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Plus aucune faction armée ne sera tolérée sur la terre de Gaza. Zéro tolérance. Tous les groupes doivent être désarmés. Les infrastructures qualifiées de terroristes ou offensives, démolition immédiate. Et surtout, interdiction formelle de les reconstruire. Les armes hors d'usage, définitivement. Et maintenant, soyons honnêtes, qui sont ces fameux groupes qu'il faut neutraliser ? Ce sont les Palestiniens, évidemment. Hormis le Hamas et 2 ou 3 autres formations, il n'existe pratiquement aucune autre force armée sur place. Et l'armée israélienne dans tout ça ? Ah non, elle pas de problème. Mieux encore, elle sera présente, active et même en charge aux côtés de l'Égypte de gérer le territoire. Et là, silence radio du côté de la diplomatie algérienne. Aucun mot là-dessus. Pourtant, ce paragraphe est limpide. Il annonce la fin programmée de ce que le régime Tebboune appelait lui-même la résistance palestinienne. On parle ici de l'éradication pure et simple du Hamas et de toutes les autres factions que l'Algérie depuis toujours considérait comme des combattants de la liberté, pas comme des terroristes. En résumé, ce texte entérine la disparition d'un combat que l'Algérie brandissait autrefois comme un symbole. Et tout cela validé par ceux-là même qui prétendent encore défendre cette cause. Autrement dit, en apposant son petit oui sur cette résolution, l'Algérie enterre ce qu'elle appelait fièrement depuis toujours la résistance.
Oui, cette même résistance qu'elle glorifie depuis l'indépendance qu'elle érigeait en modèle de lutte légitime contre l'occupation, y compris armée. Soudainement, tout ce récit qu'on nous ressassait depuis des décennies s'effondre, comme s'il suffisait d'un vote au Conseil de sécurité pour tourner le dos à toute une doctrine. Et pourtant, jusqu'à récemment, Tebboune lui-même ne ratait pas une occasion de charger son discours de référence révolutionnaire. Il drapait ses positions d'un vernis nationaliste, anticolonialiste, antisioniste. Il n'hésitait pas à faire le parallèle entre les combattants palestiniens et les moudjahidines de l'ALN ou les héros du FLN. Mais voilà qu'en un claquement de doigts, tout change, comme s'il avait décidé de jeter sa propre rhétorique à la poubelle. Le voilà qui rejoint tranquillement les rangs de Washington, qui dit Amen à Donald Trump et qui approuve sans broncher chaque ligne du texte américain. Un virage complet, radical et assumé, et l'Algérie dans tout ça, silence radio. Pas une seule proposition concrète, pas un amendement, rien. Dans le résumé officiel publié par l'ONU, une seule ligne signée par Alger, pas d'annexion, pas d'occupation, pas de transfert forcé de population. Un copier-coller diplomatique, mais rien, absolument rien sur la défense des groupes de résistance palestiniens. Pas un mot pour réclamer qu'ils aient pas le droit de s'organiser eux-mêmes, de choisir librement leur autorité. Le reste passé à la trappe. Aucune défense pour le Hamas. Aucun mot pour les mouvements armés palestiniens. Aucun soutien pour la lutte qu'on appelait jadis légitime. Tous les grands discours que Tebboune et ses prédécesseurs ressassaient depuis des années, jetés aux oubliettes. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas une simple erreur de parcours, c'est une concession monumentale. Un cadeau offert sur un plateau d'argent aux Américains. Et ne nous voilons pas la face, s'il s'était abstenu, l'Algérie aurait pu se contenter d'un profil bas. Mais voter pour là, c'est autre chose. Là, c'est donner son aval. C'est cautionner. C'est co-signer le plan Trump. C'est dire on est avec vous dans l'effacement programmé de la résistance palestinienne. C'est tourner le dos à tout ce que la diplomatie algérienne prétendait défendre depuis un demi-siècle. Et c'est ça le vrai scandale. Souvenez-vous, en octobre 2022, l'Algérie déroulait le tapis rouge à toutes les factions palestiniennes, y compris au Hamas, pour tenter de les réunir, les réconcilier, les renforcer. On nous vendait un grand retour de l'unité palestinienne sous le parrainage algérien. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, à peine, ce même pays vote une résolution qui entérine leur liquidation politique et militaire. C'est plus qu'un simple paradoxe. C'est une volte-face stratégique, une concession majeure. La vraie question, c'est qu'est-ce qui a bien pu pousser Tebboune à opérer un tel retournement et face au feu croissant des critiques en ligne, notamment de certains partis, comme l'ex-MSP dont le chef s'est exilé en Turquie, la réponse du régime n'a pas tardé. C'est par la voix très solennelle de l'agence de presse officielle APS que la contre-offensive a été lancée. L'État national ne tolérera pas que sa décision souveraine soit instrumentalisée à des fins politiciennes ou partisanes. Voilà, fermez le banc. Et comme pour bien marteler l'idée, Tebboune, par la bouche de la même dépêche, enfile son costume de garant suprême. C'est moi, président de la République, qui protège l'intérêt national. Personne ne me dicte ma ligne. Un État fort, un vrai, ne se laisse influencer ni par les humeurs des uns, ni par les envies passagères des autres. Il n'y aura ni caprice, ni tentative, ni pression. C'est dit. Le message est clair, circulé, il n'y a rien à débattre. Selon Tebboune, la Constitution lui donne carte blanche. Il est président dont il trace seul la route en matière de politique étrangère. Il fait ce qu'il veut parce que selon lui, tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt national. Voilà en gros le cœur du message qu'on retrouve dans la dépêche officielle. Inutile de perdre son temps à en décortiquer chaque ligne derrière les grandes formules creuses, il n'y a strictement rien. Du vent, un brouillard bien emballé, mais alors justement cet intérêt national tant invoqué, c'est quoi au juste, où est-il dans ce vote pro-américain ? Voilà la question que j'aurais aimé entendre dans une vraie conférence de presse, car récemment, M. Ahmed Até s'est prêté à l'exercice devant quelques micros, mais hélas, en Algérie, les journalistes indépendants courageux et libres n'existent plus. On dirait qu'ils ont tous été formatés, réduits au silence ou transformés en amplificateurs automatiques du discours officiel. Résultat, aucune question dérangeante, aucune interrogation pertinente.
Moi, si j'avais été là, j'aurais levé la main pour lui demander simplement d'accord. Admettons, c'est vrai, la Constitution te donne le dernier mot. Tu es le capitaine du navire, le chef légitime, chargé de la politique étrangère du pays. Mais concrètement, ce vote-là, il sert à quoi? Il protège quoi? Qui en profite vraiment? C'est donc à lui, grand protecteur autoproclamé de la patrie, qu'incombe la mission sacrée de défendre les intérêts supérieurs de la nation. Très bien. Mais alors, en quoi consiste exactement cet intérêt national quand l'Algérie s'aligne sans réfléchir, tête baissée, et sans la moindre nuance sur les injonctions de Washington? Comment peut-on appeler cela autrement qu'une soumission aveugle, brutale et totalement dénuée de bon sens stratégique, surtout sur un dossier aussi emblématique que celui de la Palestine? Dans toute l'histoire de la République algérienne, jamais un chef d'État aussi docile ou atlantiste, fût-il, n'avait osé franchir un tel seuil de renoncement. Même Bouteflika, pourtant grand artisan du rapprochement avec l'Occident connu pour sa diplomatie souple et ses clins d'œil appuyés à l'oncle Sam, n'avait jamais avalé une couleuvre pareille. Jamais il n'a accepté qu'on dise aux Palestiniens désormais « vous êtes privés d'armes de milice et même du droit de résister ». Jamais il n'a validé un scénario où seule l'armée israélienne resterait maîtresse du terrain pendant que Gaza serait placée sous tutelle internationale en attendant qu'on daigne décider quel genre d'autorité palestinienne serait jugée acceptable. Même lui-même, Bouteflika, n'avait pas cédé jusque-là. Mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu pousser Tebboune à sauter dans le train américain, tout sourire sans même négocier le billet? Quel est donc ce mystérieux intérêt supérieur de la nation, cette cause sacrée tant vantée dans le langage technocratique de l'APS, que ce ralliement sans condition à la résolution US viendrait soi-disant servir personnellement, même en prenant du recul, en adoptant une posture mesurée, calme, factuelle comme je l'ai fait hier dans mon émission, je ne trouve rien. Nada. Zéro contrepartie visible. Les États-Unis ont-ils promis quelque chose en retour? On n'en voit pas la couleur. Aucun grand projet d'envergure signé aucun mastodonte américain ne s'est installé en Algérie. Même sur le dossier brûlant du gaz de schiste, ce sont les reliques du régime Bouteflika qui ont lancé les pourparlers avec Chevron et ExxonMobil à l'époque où Kadour, ce ministre tombé en disgrâce, était encore aux commandes. Résultat, du vent, rien que des intentions des protocoles d'accord étalés entre 2023 et 2024. Pas $1 investi, pas une seule plateforme de forage testée. L'exploitation concrète, toujours à l'état de fantasme ministériel. Honnêtement, je cherche encore ce que l'Algérie a récolté en retour de ce virage pro-américain. Vous voyez quelque chose, vous? Un conglomérat américain qui aurait planté ses racines chez nous. Une pluie de dollars qui se serait abattue sur nos infrastructures. Un afflux massif de touristes américains débarquant à Alger. Même pas une ligne aérienne directe entre notre capitale et New York ou Washington. Pas un Boeing à l'horizon. Pour l'instant, les dividendes de cette soumission diplomatique sont invisibles. Zéro retour sur investissement. De mon côté, je défends sincèrement la cause palestinienne par conviction, mais aussi par souci de cohérence géopolitique, de stabilité et d'avenir. Je suis pour oui, mais à une condition que l'Algérie en tire un bénéfice stratégique. Regardez ce qu'a obtenu le Maroc en échange de la normalisation avec Israël Rabat, a décroché un jackpot diplomatique, la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Sans ce fameux décret signé par Trump en 2020, jamais la résolution du 31 octobre 2025 n'aurait vu le jour et encore moins validé le plan d'autonomie marocain comme base officielle de règlement. Et nous, dans cette grande braderie diplomatique, qu'est-ce qu'on a mis dans le caddie rien, absolument rien? Tebboune lui empile les concessions comme des promotions de fin de saison, et pas seulement face aux Américains. Le dernier exemple en date, l'affaire Belham Saint-Sal, arrêté puis relâché 48 heures plus tard comme par magie, pile après un coup de fil venu de Berlin. Bien sûr, les dessous de table, les tractations discrètes ont sans doute, mais tout ça sans surtout la soumission habillée en diplomatie. Et ce n'est pas fini. Le processus de réchauffement avec la France avance doucement, mais sûrement malgré les années passées à la clouer au pilori comme l'ennemi historique accusé d'être le QG mondial des conspirateurs anti-algériens. Aujourd'hui, on sourit, on se serre la main,
Même chose avec l'Espagne, après 2 ans de tension électrique, on assiste à un retournement spectaculaire. Et ironie suprême, Madrid, qui a validé la souveraineté du Maroc sur le Sahara bien avant Paris, est devenu notre nouveau meilleur ami. Les concessions, elles s'empilent comme des dominos, et aucun gain tangible en retour. Novembre n'a pas encore tiré sa révérence qu'on assiste déjà à un retournement digne d'un feuilleton politique. L'affaire Amira Bouraoui. Ah, souvenez-vous, elle a été traînée dans la boue étiquetée comme espionne rejetée avec fracas par Tebboune lui-même. Ce dernier avait juré la main sur le cœur qu'elle ne quitterait jamais le pays. Et tout ça, il l'a proclamé sans trembler lors de son entretien en fanfare avec l'opinion, en février 2024, puis encore en 2025. Mais voilà, en un claquement de doigts, le président efface tout. Les menaces, les accusations, les discours de fermeté, envolés. Il passe à autre chose comme si de rien n'était. Et pourquoi cette soudaine amnésie ? Je vais vous souffler une hypothèse. Ce ne sont ni la souveraineté nationale, ni les intérêts géostratégiques de l'Algérie qui motivent ces volte-face à répétition. Non. Ce qui compte pour Tebboune, c'est d'améliorer son image auprès des puissances occidentales, quitte à renier l'ADN diplomatique du pays. La boussole, elle pointe désormais vers l'Occident. Ce qui se trame en coulisses, ce n'est pas un intérêt d'État. Non, ce qui fait tourner la machine Tebboune, c'est un rêve bien personnel, s'offrir un 3e tour de piste à la tête de l'Algérie. Voilà pourquoi il multiplie les gestes d'allégeance envers Washington avec des sourires forcés à Trump. Tout ça dans l'espoir que les grandes puissances ferment les yeux ou mieux lui donnent discrètement le feu vert pour prolonger son bail à El Mouradia. Le calcul est simple, un appui occidental aujourd'hui, un 3e mandat demain. Et dans sa tête, le raisonnement est limpide. Je suis vieux, oui, mais encore debout. Je n'ai pas un tuyau dans le nez comme Bouteflika, je tiens encore sur mes jambes. Et surtout, je ne vois personne autour de moi capable de prendre la relève. Chengria, l'armée. Ils vont jamais tomber d'accord sur un successeur. Alors à quoi bon chercher ? Parce qu'au fond, Tebboune doute de tout. Il est sur ses gardes, méfiant comme un chat sauvage. Il ne croit qu'en lui-même, persuadé qu'il est l'unique rempart contre le chaos. Et comme aucun visage ne lui inspire confiance, eh bien autant rester dans le fauteuil. Et puis franchement, qui peut lui promettre que le prochain locataire d'El Mouradia ne piétinera pas ses arrières, n'ira pas fouiller dans ses dossiers ou ne livrera pas sa famille en pâture? Pour lui, c'est limpide, tant qu'il tient debout, c'est lui qui doit tenir la barre. 2029, c'est presque après-demain. En un clin d'œil, on sera en 2026. Et pourquoi pas, d'ici 2027, une jolie petite réforme constitutionnelle, pas pour annoncer frontalement un 3e mandat, non, mais pour glisser subtilement une prolongation déguisée de son bail présidentiel. Tout ça en attendant de voir comment sa santé va tourner. Est-ce qu'il finira ses jours dans le fauteuil présidentiel ? Est-ce qu'il aura une illumination et désignera son héritier dans les temps ? Ou bien va-t-il bricoler une constitution sur mesure qui lui assurerait une reconduction à vie, histoire de verrouiller le système, garantir à sa famille un cocon d'impunité à toute épreuve et choisir calmement, sans pression ni compte à rebours, celui qui un jour prendra le relais, si tant est qu'il accepte de lâcher le pouvoir un jour. Mais pour s'embarquer dans une aventure aussi risquée, notre cher président ne pourra pas compter sur les ovations du peuple. Ce même peuple qui, déjà au 2e tour de piste, tirait la langue. Il était déjà toléré par défaut, rejeté dans les urnes, ignoré dans les rues, et la participation électorale flirtait avec le néant. Alors un 3e mandat, il peut toujours rêver. Et pourtant, malgré ce désamour populaire, il n'y a pas eu d'explosion sociale, pas de soulèvement, pas de tempête citoyenne. Pourquoi? Grâce à la main de fer de la DGSI bien huilée par le très zélé Nassar. Ce dernier avait planté un système de contrôle si implacable que même les murs écoutaient. Aujourd'hui, son successeur, le général Hassan, a mis un peu d'eau dans son vin moins brutal, moins omniprésent, mais la machine, elle tourne toujours. Alors que faire quand on veut prolonger son bail présidentiel sans l'aval du peuple facile? On s'invente un palmarès, on se construit un récit flatteur et on tente de regagner quelques miettes de légitimité en lançant des projets tape à l'œil, histoire de prétendre qu'on a encore une base populaire, quelque part. Mais pour donner l'illusion d'un bilan sérieux, il lui faut plus que des discours fleuris.
Il lui faut des billets verts, des valises d'investissement étrangers pour garnir ses annonces. Il lui faut des fonds frais pour bâtir des usines, poser des rails, ériger des ponts, bref, créer de l'emploi et du béton à couper des rubans devant les caméras. Et il ne se fait aucune illusion, le coffre de l'État est à moitié vide. Nos fameuses réserves de change font moins de 60 milliards de dollars et encore, la moitié n'est même pas en devises sonnantes et trébuchantes, mais en lingots bien rangés dans une salle blindée. Autrement dit, on ne peut même pas payer une facture avec, mais ne vous inquiétez pas, on va vous décortiquer tout ça dans une prochaine vidéo dédiée. On va tout vous expliquer en détail. Parce que dans les faits, si on parle cash, l'État algérien a moins de 30 milliards de dollars en vraie monnaie. Le reste, c'est de l'or qui dort, qui ne circule pas, qui ne finance rien, mais qui fait joli dans les rapports. Alors voilà pas de quoi remplir les caisses pour lancer des projets grandioses. Du coup, que fait notre président? Il change de cap. Il se dit « Et si je faisais les yeux doux à l'Amérique, si je me faisais tout mignon devant l'oncle Donald, peut-être qu'en leur offrant mon allégeance, ils finiront par m'adopter, me couver, et qui sait investir quelques dollars dans mon royaume déserté. » Son calcul est simple, si Washington me bénit, l'armée algérienne me restera fidèle, soumise et bien dressée. C'est ça le vrai deal. L'objectif n'est pas la grandeur du pays, mais la longévité d'un trône. Tebboune parie sur l'amour américain pour verrouiller sa chaise présidentielle. Car sans bilan solide, sans soutien yankee, et si par malheur les Américains se mettent à miser sur d'autres chevaux, des opposants, des dissidents, ou pire encore, les voisins du royaume chérifine, alors tout s'écroule. Tebboune se retrouve nu, exposé, affaibli. Il le sait. Voilà pourquoi il fait la cour à la bannière étoilée. Sur le plan intérieur, le feu couve. Il suffit d'une étincelle. Le moindre faux pas peut embraser les rues, faire gronder le peuple et secouer les murs du palais. Pire encore, ça pourrait bien semer le doute chez les généraux, agacer les services et les pousser à dire « stop, c'en est trop ». Voilà le vrai feuilleton dans la tête de Tebboune. Entre deux épisodes d'hésitation, il oscille partir en paix en laissant un gardien fidèle pour veiller sur la tribu familiale, ou rester cramponné au trône jusqu'à son dernier souffle. Car au fond, le sceptre est déjà dans ses mains, pourquoi le lâcher maintenant? Cette ivresse du pouvoir, cette douce folie de l'éternité au sommet, cette voix intérieure qui murmure « encore un peu, encore un mandat ». Voilà ce qui le pousse à tendre la main à l'Occident, à se plier aux exigences de Washington et à faire les yeux doux à Donald Trump. Ce ne sont pas des choix diplomatiques, ce sont des stratégies de survie. Tebboune n'est pas dupe, il connaît la musique. Trump, c'est un businessman pur jus, un amoureux des deals qui sentent le pétrole brut et le gaz compressé. Dans sa tête, c'est simple, si je veux l'accrocher, il faut lui parler dollar pipeline et schiste. Et le voilà en train de rêver à des convois américains débarquant en Algérie, forant investissant et relançant le pays à coups de milliards. Et puis entre nous, ce n'est pas un pari personnel. Même si demain il devait tirer sa révérence, même si un autre prenait sa place, l'équation reste la même, l'Eldorado gazier ne passera que par le schiste. Pas d'échappatoire. Le successeur n'aura d'autre choix que de continuer la danse sur ce gisement. Car soyons lucides, un pays qui approche les 50 millions d'âmes, sans industrie digne de ce nom, sans rentrée de devises autres que le pétrole et le gaz, que lui reste-t-il? Pour éviter le naufrage, il faudra vendre du schiste, encore du schiste, toujours du schiste. Sinon, c'est rideau. Avec le gaz de schiste, l'équation est limpide, doubler les recettes en devises. En exportant davantage, c'est du gâteau, à condition d'avoir les bons partenaires. Et là, Tebboune ne se fait pas d'illusions, ni Moscou ni Pékin n'ont la clé. Les seuls à pouvoir faire jaillir ce trésor des profondeurs, ce sont les Américains. Eux seuls possèdent l'argent, les machines et surtout le savoir-faire pour passer de la théorie à la pompe en un clin d'œil. Voilà pourquoi notre cher président multiplie les génuflexions diplomatiques face à l'oncle Sam et à son ancien locataire Donald Trump. Parce qu'il le sait, sans leur feu vert, pas de gaz, pas de schiste, pas d'avenir. Et pour Tebboune, l'enjeu est clair, asseoir son règne, garantir la sécurité de sa tribu et, si possible, gratter un troisième mandat, quitte à finir ses jours dans le fauteuil présidentiel. La postérité peut attendre, le pouvoir, lui, n'attend pas.